Alors, moi, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour faire un discours. Je suis venu plutôt pour vous écouter. Comme je viens de le faire religieusement à la suite de l'exposé du recteur Limbaï, également la brillante introduction du ministre Amélie Kassé. Certes, par la volonté d'Allah, j'ai eu un engagement politique très jeune, alors que j'étais encore au lycée Gaston Berger de Kaolack à l'époque. Gaston Berger, aujourd'hui, Waldo Ndiaye. Et puisqu'il avait un oncle qui était un maoïste, il m'a très tôt endoctriné dans la lecture d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Que faire de Lénine. Non, du troisième. C'était presque un détournement de ménage. Et puis toute la littérature de l'époque, d'un parti bien connu, AJ, MRDM, Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. La promesse du grand soir de la révolution nationale démocratique et populaire. Et donc, c'est à cet âge-là que déjà je me suis engagé un peu dans la révolte contre ce qui fut le régime d'alors. Je salue nos amis socialistes, puisque le Parti socialiste incarnait le pouvoir depuis les indépendants. Et donc, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, tous ceux qui considéraient que voilà, tous leurs mots venaient de la gestion, et ça je l'ai compris après, parce qu'on est au pouvoir, on est responsable de tous les mots, et je disais parfois, mais regardez ce qu'on a pas dit du Parti socialiste. En termes de gabegie, disait-on, de détournement, de ceci ou de cela. Quand on voit aujourd'hui les chiffres, on se rend compte que c'était un régime très sobre. Très sobre. Et je l'ai dit au président Abdou. Je vous ai combattu sans vous connaître. C'était notre rôle de jeunes étudiants à l'époque qui, donc, dans le cadre de cet engagement militant, luttions également pour nos indépendances. Quand je dis indépendance, il ne s'agissait pas de la souveraineté, mais il s'agissait de la libération contre ce qu'on appelait le néocolonialisme, contre ce qu'on appelait le dictat du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Et je vois mon ami Youssouf Diallo, avec qui nous avons partagé ces moments, et d'autres camarades à l'université de Dakar. Donc c'est ce fondement dans la lutte, au début, dans un parti de gauche qui réunissait à la fois des marxistes-léninistes, j'en étais pas, je n'ai jamais été marxiste-léniniste, mais ce parti avait la particularité de réunir en son sein des marxistes-léninistes et même des communistes, des intellectuels révolutionnaires, disons-on, je n'en étais pas un, et une troisième catégorie qu'on appelait les patriotes conséquents. Je me considérais comme tel, patriote conséquent. Et donc, qui a engagé le combat pour vraiment l'indépendance véritable de nos États face à l'ordre néocolonial. Et cette littérature de l'époque, elle était abondante et donc les étudiants de l'époque étaient vraiment engagés sur les causes africaines, sur les causes internationales. Je me rappelle des bombardements de Tripoli et de Benghazi. Vous allez vous rappeler. Immédiatement, l'université de Dakar était en effervescence. Je me rappelle de Chabra et Chatina, après le massacre de Chabra et Chatina. Automatiquement, les étudiants étaient en effervescence pour défendre ces causes. La cause des peuples opprimés. Donc c'est ça qui a été au fondement de mon engagement politique. Bien sûr, très tôt, j'ai quitté le mouvement de gauche. En réalité, moi, je ne suis pas marxiste-léniniste. Et dans le l'engagement politique sénégalais, je considérais que pour qu'il y ait une alternance, il fallait choisir un leader qui pouvait incarner cette alternance. Et ce leader, c'était Maître Abdoulaye Wade, qui était libéral,
Libéral, en réalité, il ne l'était que parce qu'il y avait la limitation des 4 courants qui disaient qu'il y avait le courant socialiste, qui était le Parti socialiste, le président Senghor, le courant conservateur. On ne sait pas ce que c'est que le courant conservateur, c'est l'enfant. Le courant marxiste-léniniste, il y avait Majmout Diop, donc il restait que le libéralisme. On a emprunté, mais c'était un libéralisme travailliste, qui avait donc un fort taux social, mais qui développait le libéralisme politique et surtout économique. La liberté de l'être droit, mais surtout l'initiative économique doit être libérée pour permettre quand même la création de richesses et le partage, bien sûr, juste. Voilà ce qui, donc, m'a progressivement mis auprès de Maître Abdoulaye Wade. Je venais de terminer mes études d'ingénieur à l'Institut des sciences de la Terre et j'étais à la recherche vraiment d'un parrain politique et je suis allé à lui. Personne ne m'a emmené chez lui. Je lui ai dit à partir de 1989 que nous pensons que les cadres doivent être engagés auprès des partis politiques. Et il avait fait un appel à l'époque, après un grand meeting à Niaritali, lancé un appel aux cadres sénégalais à venir avec lui créer les conditions d'un changement, de sortie, à l'époque on l'appelait de sortie. Et voilà comment l'aventure avec le PDS a débuté. Et naturellement, nous sommes restés ensemble 11 ans dans l'opposition. Il est resté 26 ans. Moi, j'ai fait pendant ces 26 ans, je suis resté 11 ans avec lui dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir en 2000. Et donc, en 2000, naturellement, étant responsable des cadres du parti, j'ai pu avoir l'avantage de servir à des positions importantes, au conseil spécial du président, du directeur général de la Société de pétrole du Sénégal, où j'étais cadre une décennie auparavant, mais également de ministre dans différents départements, notamment celui qui me tenait le plus à cœur, le département de l'énergie, des mines de l'hydraulique, puis brièvement des infrastructures, avant d'être ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et même porte-parole du gouvernement, en tant que tel. Et puis après, c'était la primature. La primature qui m'a permis aussi de m'habituer aux politiques publiques. C'est là où nous avions lancé dans ma déclaration de politique générale vraiment les premiers aspects de la stratégie de croissance accélérée. Il fallait déjà marcher un peu avec une cadence plus forte. Il fallait également orienter l'action du gouvernement vers le culte du concret et le culte du résultat. Alors c'est là où on a lancé, sous l'autorité du président, bien sûr, le début de cette autoroute, par 7 km entre Manichi et Padoua. C'était véritablement la seule infrastructure qu'on a pu faire dans son premier septennat. Bien sûr, en dehors des aspects qui ont été réalisés dans le monde rural. Et donc, c'est ainsi que, finalement, après 2007, étant Premier ministre pendant 3 ans et quelques, j'ai conduit la liste aux législatives de 2007, une législative facile puisque l'opposition avait boycotté. On a rappelé tous les départements. Donc, et puis, après ça, je suis allé à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée. Je ne sais pas duré à l'Assemblée nationale, vous connaissez l'histoire. J'ai fait 17 mois difficiles, 17 mois de combat, puisque j'avais, en tant que président de l'Assemblée nationale, président de l'institution, porté à la connaissance du gouvernement la volonté des députés d'auditionner un certain nombre de responsables publics sur leur gestion. Et cela d'ailleurs après un appel, après un message du président lui-même à l'Assemblée, disant soyez une assemblée de rupture
convoqué les ministres, convoqué les fonctionnaires, et puis on avait convoqué son fils, qui était directeur général ou président de l'ANOCI, je crois, président. Bon, et de là est partie une véritable levée de bouclier pour dire que c'était une volonté de porter atteinte au président de l'ANOCI et qu'il fallait donc payer pour cela. Je n'insisterai pas davantage sur cette séquence, mais qui m'a beaucoup apporté d'abord en termes de leçons de vie sur l'adversité, sur l'endurance, sur la résilience qu'il faut avoir pour faire face lorsque sa dignité est bafouée. Et le reste, c'était l'affaire de Dieu pour nous. J'ai partagé ce moment avec certains parmi vous ici, et surtout beaucoup de jeunes à l'époque qui ont été vraiment des jeunes pousses qui étaient avec moi, les Thérèse Faye, les Abdoubo à l'époque, qui étaient nos jeunes, et il y en a bien beaucoup d'autres. Hein. Je ne vais pas citer, oublier Boubacar Sibini et autres. Et voilà, ce combat a abouti donc à ma destitution par vote au niveau de l'Assemblée nationale. Et après cette destitution, naturellement, j'ai quitté et remis mes mandats de député, de maire, de Fatick, etc. Et puis j'ai dit, finalement, au fond, il faut que je prenne mon destin en main. Il faut que je lance un appel à tous ceux qui souhaitent, en tout cas, s'engager avec moi dans une politique de rupture et de défense de la République. C'est ainsi qu'est née l'Alliance pour la République. Donc, Alliance pour la République, qui est née d'une convergence de forces. Déjà, mon parti, c'est une coalition. Parce que dans ce parti, vous alliez retrouver tout de suite, alors, non seulement des libéraux qui étaient avec moi au PDS et qui, naturellement, m'ont suivi, mais surtout des hommes de gauche, des hommes et femmes de gauche, dont certains trotskistes. On a mis Mahmoud Saleh, je ne sais même pas si c'est des trotskistes. Voilà, c'était ça la richesse de notre alliance. Donc des trotskistes, des libéraux, tout ça ont formé, et des gens qui n'avaient jamais fait de politique, et qui étaient engagés dans ce combat pour la défense de la République. Ainsi naquit le 1er décembre 2008 l'Alliance pour la République, APR Yakar, avec l'ambition de conquérir le pouvoir suprême et avec un travail acharné. Et c'est là où j'ai décidé de sortir de Dakar et d'aller dans le Sénégal des profondeurs. Et c'est dans cette tournée, au bout de 3 ans, que j'ai découvert le Sénégal réel. J'étais Premier ministre, je ne me rendais pas compte du niveau de vétusté de l'infrastructure nationale, les routes, l'absence d'électricité, l'absence de routes. Puisque j'étais allé au fond des terroirs, j'ai vu donc l'urgence à apporter des réponses par rapport à ces besoins qui ne pouvaient pas attendre. C'est ainsi qu'on a commencé à théoriser le NOP qui est le nouvel ordre de priorité. Il nous faut un nouvel ordre de priorité, il nous faut changer la manière même d'élaborer nos budgets et il fallait apporter des réponses prioritaires et urgentes sur ces questions de base. L'accès à l'eau potable pour nos populations, l'accès à l'électricité, les pistes de désenclavement pour désenclaver les territoires, la santé, mais surtout l'allègement des travaux des femmes en milieu rural. Et ça, c'était le dénominateur commun de quasiment toutes les localités rurales du Sénégal, mais aussi des localités périurbaines où on a toujours des problèmes d'assainissement, de cadre de vie, d'inondation, etc. C'est ce constat qui a été à l'origine de la conception et de la mise en œuvre du programme Yono Yokkute, le véritable chemin du développement, qui a été le programme que j'ai proposé à nos compatriotes aux élections de 2012. C'est ce programme qui a été plébiscité avec l'aide
d'une large coalition au second tour, la coalition Benno Bokk Yakaar. À elle seule, on peut faire une conférence sur les acquis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Puisqu'elle est née aussi de sous-coalitions qui, autour des dirigeants, ont finalement décidé de soutenir le candidat arrivé au second tour. Et c'est l'occasion pour moi toujours de rendre un hommage aux dirigeants de cette coalition, dont le regretté Ousmane Tanor Dieng, de laquelle en son paradis, le regretté Ahmad Dansokho, qui était notre hôte, qui nous accueille chez lui, et bien sûr les leaders qui sont là, Moustapha Niasse, et tous les leaders des autres partis de cette coalition de Benno Bokk Yakaar. Alors l'aventure donc a commencé, et dès la prise de fonction, j'ai trouvé un programme qui était dénommé Programme économique et social, qui lui-même découlait des documents de stratégie de réduction de la pauvreté, qui était en vogue à l'époque dans tous les pays. C'était le package, les kits qu'on donnait à chaque pays, documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Les experts certainement ont travaillé sur ces documents, qui étaient bien, mais qui, à nos yeux, n'étaient pas suffisamment ambitieux pour apporter la qualité de vie que nous voulons pour nos populations, apporter le développement que nous souhaitons pour nos pays. Alors, à partir de 2014, nous avons dit qu'il faut un nouveau plan. Il faut un nouveau programme économique et social. Ça n'a pas été facile, mais finalement, avec une détermination, une volonté forte, les partenaires nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce qui est devenu le plan Sénégal émergent, le PSE, qui a visé un horizon de 20 ans, 2014-2035. 20 ans subdivisés en deux plans décennaux et eux-mêmes subdivisés en deux plans quinquennaux, chacun donc les plans d'action prioritaires. 2014, 2018, 2019, 2023, qu'on vient de terminer, et le troisième PAP, 2024, 2028 ou 29. Voilà, 28. Vous dites 24, 25, 26, 27, 28. Pourquoi il faut utiliser la règle? Et donc, le dernier PAP sera 2029-2035. Il aura un an de plus. Mais ce plan Sénégal émergent a été bâti à la lumière des enseignements que nous avons tirés sur le terrain, avec la nécessité absolue de répondre dans l'urgence aux besoins qui ne peuvent pas attendre. Lorsque quelqu'un a faim et que le plat est servi, mais qu'il est très chaud, vous ne pouvez pas lui dire vous allez attendre que le plat refroidisse pour le laisser se dérouler. Donc il fallait dans l'urgence apporter les réponses sur l'eau potable, l'électricité, les routes, le désenclavement, la téléphonie rurale, etc., etc. Et c'est pourquoi, quand vous voyez le lexique tel que vous l'avez dit, c'est toujours des programmes d'urgence. Programme d'urgence de développement communautaire, PUDC. Programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers, le PUMA. Vous avez également d'autres projets dans l'urgence, c'est le Promoville, programme de modernisation des villes. Des programmes d'accompagnement qui sont vraiment le socle de la protection sociale de notre politique. Les retraites ont été améliorées sensiblement et on a fixé un seuil pour la retraite minimale, sans compter la revalorisation des pensions. La couverture maladie universelle devenue couverture sanitaire universelle. Les politiques de gratuité pour prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans, prendre en charge les plus de 60 ans, à travers le plan CEVAN qui a été renforcé et modernisé, mais également prendre en charge la gratuité pour la dialyse et aujourd'hui pour la chimiothérapie pour les cancers féminins.
Et bien sûr, il y a d'autres aspects qu'il faut développer dans ce cadre. Alors ça, ce sont les bases de notre politique sociale, puisque nous sommes convaincus que le développement, il doit être harmonieux, mais il doit être inclusif. Et il faut que les produits de la croissance soient répartis équitablement entre les pans de la société. Ceux qui ne peuvent pas doivent être accompagnés. C'est le sens. Quand on a vu la réduction de la pauvreté et de l'extrême pauvreté, et les transferts d'argent qui ont été faits depuis 2012, est-ce que le ministre Moustapha Bazoum, qui a la magie des chiffres, pourra nous les donner? Entre 2012 et 2023, transfert vers le monde rural, transfert pour les filets sociaux, on verra que parfois c'est jusqu'à 49%, vous prendre le budget de l'année dernière, qui a été orienté vers le secteur social. C'est extrêmement important. Évidemment, ça c'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. C'est le développement, le capital humain, l'homme, capital humain, protection sociale et développement durable, au niveau 2. Dans le développement du capital humain, nous avons évidemment mis l'accent sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur la santé. Et c'est ce qui est à l'origine de toutes les politiques. Ces cartes scolaires, universitaires qui ont été modernisées, c'est pour donner des ressources humaines de qualité pour pouvoir prendre en charge le développement économique, social du pays. Le changement de paradigme dans l'éducation pour renforcer le volet formation professionnelle et donner des perspectives d'emploi à notre jeunesse et pouvoir capter finalement les dividendes démographiques. Donc cet axe 2, il est fondamental pour moi parce que j'ai une sensibilité sociale. Je suis très sensible au social. J'ai toujours dit au gouvernement, quelles que soient les coupes, ne touchez pas aux programmes sociaux, les bourses de sécurité, ne touchez pas à ces filets sociaux. Coupez, si vous voulez, le fonctionnement de l'État, coupez la présidence de la République, si vous voulez, mais ne touchez jamais à ces programmes. Bien sûr, si nous voulons atteindre le résultat, il fallait, dans l'axe premier du plan, vraiment agir sur la transformation structurelle. Et cette transformation structurelle, le film en a montré des aspects, c'était que le pays dont j'ai hérité, véritablement, était un pays vétuste, maguette. On peut obsolète. Obsolète, c'est pas pour saboter, non, c'est l'obsolescence des réseaux électriques, l'obsolescence des pas des nids de poules, mais parfois c'est des logiques d'électrons. Il fallait vraiment beaucoup d'ambition pour transformer, agir sur le secteur de l'énergie, de l'électricité en particulier. Oui. Et en 10 ans, nous sommes partis de 500 MW à 1800. Très bien. Oui. Nous sommes passés finalement au cap du gigawatt, parce qu'on ne connaissait pas les gigawatts. À partir de 1000 MW, on parle de gigawatts. Et bientôt, on sera à 2 gigawatts, 2000 MW. Et nous avons en même temps développé un mix énergétique qui permet de sortir progressivement de la dépendance des énergies fossiles. Et c'est ce mix qui nous a donné aujourd'hui 31% de notre productible qui est en énergie renouvelable, solaire, éolien, hydraulique. Donc nous sommes déjà dans l'ère du climat, dans l'ère de la transition climatique, et donc nous allons poursuivre, j'espère que le Sénégal va poursuivre cette voie, non seulement pour consolider l'autonomie et l'autosuffisance en énergie, et continuer à exporter, parce que nous exportons au moment où je vous parle, de l'électricité au Mali, de l'électricité en Guinée, pardon, pas en Guinée, mais en Gambie. Et nous injectons également dans le réseau ouest-africain d'échange énergétique, ce qu'on appelle le WAP, West African Power Pool. Donc cette question de l'électricité, nous l'avons réglée. Très bien. Définitivement.
Alors, la transformation structurelle, c'était également les routes, les autoroutes, les ponts. Parce qu'en vérité, le Sénégal était isolé. On était à l'extrême ouest du continent, avec des discontinuités territoriales. La Gambie, on avait des problèmes de franchissement. La région sud, c'était un cauchemar pour aller à Ziguinchor, à Kolda ou à Sédhiou, à cause de l'absence de ponts sur le fleuve Gambie. Au nord, discontinuité à travers le fleuve Sénégal. Aujourd'hui, ces discontinuités ont été résolues avec le pont de la Sénégambie et le pont de Rosso, aujourd'hui en construction entre la République islamique de Mauritanie et le Sénégal. Alors, je ne parle pas des ports intérieurs comme le pont Nelson Mandela, le Foundiougne, sur le Saloum, le pont de Massassoum, sur le Songorongoro. Et d'autres ponts sont nombreux à citer, Baïla, Tchakakour, etc., etc. Alors, c'est d'importants efforts, puisqu'au départ, c'était 70% pour le premier pas qui était alloué à ce taxe premier pour faire du rattrapage, les autoroutes. Je vous ai dit, il y avait d'abord 7 km, ensuite, on est arrivé à 30 Actuel, également, à partir de là-bas, on prenait à droite pour aller à l'ancien Gamnado, et puis on reprenait notre route nationale, 2 voies étroites, crevassées, pour faire le travail. Alors, ce qui marche, bien sûr, c'est l'ambition. Parce que l'ambition, c'est de dire, pourquoi pas nous? Pourquoi les pays développés peuvent faire ça et nous ne pouvons pas le faire? Vraiment. Ça, c'est dans la tête que ça se passe. Il nous faut faire ce que les autres font. Il nous faut construire le même type d'autoroute, il nous faut construire les mêmes infrastructures, les mêmes universités. Il nous faut former de la meilleure des façons nos élites sur place, en investissant bien sûr sur le capital humain. Nous avons décidé, avant de commencer l'exploitation du pétrole et du gaz, de former les meilleurs experts possibles dans cette discipline. Aujourd'hui dans les mines, au point que toutes les compagnies internationales aujourd'hui dans les mines prennent des ingénieurs sénégalais parce qu'ils savent que ce sont les meilleurs dans ce domaine et en tout cas qui connaissent mieux la géologie. Et c'est pareil aujourd'hui pour le pétrole et le gaz, à travers l'Institut national du pétrole et du gaz. Donc c'est ça, en fait, qui est le fondement de notre action. Bien sûr, tout ne peut pas être fait en 2 mandats, c'est pas possible. Parce que les défis sont nombreux, la population elle croît trop vite, trop vite. Et l'État ne peut pas suivre cette progression démographique. C'est pourquoi il y a encore des difficultés dans les universités, dans les lycées, dans les écoles. Malgré le recrutement de dizaines de milliers d'enseignants. Nous sommes à plus de 100 000 enseignants au Sénégal aujourd'hui. 100 000. Sur les 173 000 fonctionnaires de l'État. Et ce n'est pas suffisant. Donc il y a toujours des choses à rattraper. Et il nous faut également regarder cette question, la démographie. Voilà, enfin le courage de l'affronter. Parce que sinon, les efforts seront difficiles. Auront du mal à combler les besoins. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde ça. C'est peut-être, ça demandera du temps. Parce que ce n'est pas des sujets simples, c'est des sujets de société. C'est avec le temps, mais l'éducation va aider. L'éducation des femmes surtout, des filles, des femmes. Une fois qu'elles sont formées, je pense que c'est la société elle-même qui est formée. Et je pense que c'est par l'éducation qu'on pourra résoudre ce genre de sujet. Voilà, nous avons bien sûr un acte 3, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il est très important. C'est la gouvernance, la paix et la sécurité. Sans paix et sans sécurité, il n'y a point de développement. Donc il faut consolider la paix dans nos pays. Il faut assurer la sécurité. Assurer la sécurité, c'est garantir notre indépendance sur l'ensemble de notre territoire. Éviter que les forces du mal, les extrémistes et terroristes ne s'emparent de partout dans notre territoire. Le Sénégal a réussi jusque-là.
mais éviter également que le désordre ne s'empare du pays. On le voit bien depuis le désordre. Donc sur la gouvernance, quand j'entends parfois dire ouais, le bilan immatériel, quel bilan immatériel? C'est pas le bilan immatériel. C'est pas un bilan immatériel. On pose le débat, on le répond. Nous avons les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont par des agents indépendants. Il n'y a pas de prisonniers politiques dans ce pays. Il ne faut pas qu'on crée de la confusion et que d'autres amplifient les choses. C'est parce que justement le Sénégal est une démocratie véritable que ce qui se passe peut se passer chez nous. Sinon, comment vous pouvez comprendre ce qui se passe souvent chez nous? Et les gens ils pensent que le président il a le contrôle sur les juges, sur le Conseil constitutionnel, sur la Cour suprême. Vous l'avez vu récemment tout ce qui s'est passé. Donc il consacre plus que l'indépendance. Donc, quel est le bilan immatériel dont on peut parler? Par contre, il n'y aura pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos. Ça, c'est le devoir régalien d'un État. Et je vous le dis, jusqu'à ce que je quitte le pays, je n'accepterai pas de désordre dans le pays. C'est la responsabilité du chef de l'État. S'il ne le fait pas, il aura failli à sa mission première d'assurer la paix et la sécurité des citoyens. On est fâché pour moi à cause de ça, je suis désolé, mais ça c'est mon travail. Donc, mes chers amis, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai hâte de vous écouter, de vous suivre, de vous dégager un peu de temps jusqu'au déjeuner parce que là, ce nous a promis la fameuse légumineuse qu'on appelle le niébé. Un grand mangeur de niébé. Alors, donc, je vais jusqu'à 15 heures. Je vous remercie. Thank you. Excellence, faisons suite à votre allocution. Nous allons exprimer maintenant dans le cadre de notre panel qui font partie